Pourriez-vous survivre en 3e classe sur un paquebot victorien? Je ne pense pas que je pourrais, mais j'aimerais quand même goûter un peu à ce qu'ils mangeaient. Alors aujourd'hui, je vais préparer une purée de biscuits de mer, de porc salé et d'un tout petit peu de légumes, un plat appelé biscuit hache. J'ai réalisé une série sur le Titanic sur cette chaîne et beaucoup d'entre vous m'ont sûrement découvert ainsi. Et dans cette série, j'ai fait une vidéo sur ce que mangeaient les passagers de 3e classe et j'ai expliqué à quel point c'était une amélioration par rapport à ce que mangeaient ceux en entrepont ou en 3e classe lors des décennies précédentes. Pendant une grande partie du 19e siècle, si vous étiez sur un paquebot en entrepont, vous mangiez essentiellement la même chose que l'équipage, sauf que vous deviez en plus faire la cuisine vous-même. En 1874, à bord du Northumberland, entre la Grande-Bretagne et l'Australie, Joseph Sams écrivit « Les passagers de 3e classe, ils reçoivent leur ration et doivent préparer eux-mêmes leur nourriture, l'apporter à la cuisine, puis aller la chercher et la ramener dans leur salle à manger. » La nature exacte de ces rations dépendait de la durée du voyage en mer, mais en 1855, le Parlement britannique a adopté la loi sur les passagers qui fixait un niveau minimum de traitement pour les personnes à bord des navires de passagers. Pour la cuisine, les minimums incluaient diverses quantités de farine, flocons d'avoine, riz, pois sec, pommes de terre, sel, bœuf, porc, thé, sucre, moutarde, poivre, vinaigre et surtout beaucoup de biscuits de marine ou de pain dur. Vous ne receviez beurre, raisins secs, suif, viande conservée et jus de citron vert contre le scorbut qu'après 84 jours de navigation, vous pouviez alors aussi avoir accès à quelques légumes frais de temps en temps, notamment juste après être entré au port. Maintenant, comme ils ne mangent que ces rations, il n'existe pas vraiment de menu de cette époque pour la 3e classe. De nombreux menus existent en 1re et 2e classe, mais peu en 3e classe avant plus tard. Donc, pour décider exactement quel plat préparer, je voulais me tourner vers un livre de cuisine qui avait été écrit pour les marins cuisinant sur ces navires. Le livre a été publié en 1894 et s'appelle « Cuisine pour marins » et il contient une recette qui utilise beaucoup des ingrédients faisant partie de cette ration appelée hachis de biscuits. Cuisine de viande froide. Ingrédients: 6 livres de biscuits cassés, trempés, 2 livres de bœuf salé froid ou de porc. Une demi-livre de graisse, 2 oignons, une carotte cuite, un navet cuit, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de mélange d'épices. Méthode: hachez finement la viande, les oignons et les légumes, pressez bien l'eau des biscuits et passez-les à travers un tamis à grosse maille. Ajoutez tous les autres ingrédients et mélangez soigneusement. Versez la préparation dans un moule, faites dorer au four jusqu'à ce qu'elle soit ferme, coupez en carrés et servez. Donc ce n'est pas un repas très glamour et franchement avec ce ratio de beaucoup de biscuits de marin et très peu d'épices, je vais deviner que ce n'est pas un plat particulièrement savoureux. Ne choisissez pas les biscuits de marin comme article gratuit, vous devrez les faire vous-même. Pour cela, nous allons commencer par réduire considérablement cette recette car elle en fait assez pour, nourrir un équipage. Donc nous allons la diviser par 4 et ce sera encore beaucoup de nourriture. Ces biscuits de marin ou biscuits de la marine étaient un pain trop cuit, sec et dur qui pouvait se conserver pendant des mois en mer, voire des années sur terre. Dans l'armée américaine, ils étaient souvent appelés pains de guerre. Et je les ai déjà préparés ici sur la chaîne. En fait, j'ai même fait une vidéo entière à leur sujet. Voici donc un petit rappel. Prenez 3 livres, soit 1,4 kg de farine de blé complet et ajoutez quelques cuillères à café de sel ainsi qu'environ 1 litre d'eau. Cela suffira juste à permettre à la pâte de se former. Ensuite, il faut la pétrir jusqu'à ce que vous ne puissiez plus la pétrir. Honnêtement, on ne peut jamais trop la pétrir, au moins 20 minutes voire même plus longtemps. Divisez ensuite la pâte en 18 parts égales, formez des boules et étalez-les en disques d'environ 1 demi-centimètre d'épaisseur. Vous pouvez aussi étaler une grande partie de la pâte et utiliser un emporte-pièce pour les découper. Les deux méthodes fonctionnent, déposez-les sur une plaque de cuisson puis faites quelques trous sur le dessus, comme vous le feriez pour un cracker. Cela les aidera à cuire uniformément et à ne pas gonfler. Ensuite, mettez-les au four et faites-les cuire à 150 degrés Celsius, 300 degrés Fahrenheit pendant 3 heures. Ensuite, vous allez baisser la température du four à environ 95 degrés Celsius, 200 degrés Fahrenheit, ou vraiment aussi bas que votre four le permet. Puis faites-les cuire encore 3 à 4 heures jusqu'à ce qu'ils soient presque durs comme de la pierre. À ce moment-là, vous pouvez en peser environ 688 grammes, soit 1,5 livre, puis les casser. Maintenant, ces choses sont très dures. On les appelait des casse molaires à cause de leurs effets sur les dents.
Il faut donc les tremper dans l'eau après les avoir cassés en morceaux. Il faut les écraser avec un marteau ou un rouleau à pâtisserie lourd en les plaçant dans un sac ou un tissu pour éviter qu'ils ne s'éparpillent. Et même là, comme le disait récemment le regretté Neil Sedaka, les casser ce n'est pas facile, mais une fois qu'ils sont en petits morceaux, vous pouvez les mettre dans un grand bol et verser de l'eau bouillante dessus. Après quelques minutes, ils auront absorbé l'eau et vous pourrez en rajouter. Laissez tremper au moins 1 à 2 heures, idéalement 6 à 7 heures ou toute la nuit. Une fois qu'ils sont bien tendres, il est indiqué de les passer à travers un tamis grossier. J'ai utilisé une passoire et ça a effectivement fonctionné. J'étais un peu surpris, mais c'était aussi vraiment pénible. On se retrouve avec une sorte de poudre de biscuit humide qui, une fois rassemblée, forme quelque chose qui ressemble à du beurre de cacahuète, mais avec environ 1% du goût. Pour trouver du goût dans ce plat, ce ne sont pas les biscuits de mer qu'il faut regarder. Non, il faut se tourner vers les autres ingrédients de la recette. Il faut compter une demi-livre, soit 225 g de sel, du porc ou du bacon feront l'affaire, ainsi qu'un quart de tasse, soit 55 g de bœuf. Jus de cuisson ou suif, un demi-oignon, une petite carotte ou un quart de grosse, un quart de navet, un quart de cuillère à café de poivre et un quart de cuillère à café d'épices mélangés. C'est en général un mélange de cannelle, piment de la Jamaïque, muscade, gingembre, coriandre et un peu de clou de girofle. J'ai tout utilisé, mais une pincée de chaque suffit pour ce quart de cuillère à café. Il est aussi conseillé de hacher finement l'oignon, la carotte et le navet. Maintenant, pour la carotte et le navet, il est précisé qu'ils doivent être cuits, alors que l'oignon est en fait cru quand il est ajouté. Mais pour la carotte et le navet, j'ai décidé de simplement les faire bouillir quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient tendres. La recette indique aussi de hacher finement le lard salé, mais elle ne précise pas de le cuire. Techniquement, ce plat va aller au four pendant un certain temps, mais je ne pense pas que ce soit assez pour bien cuire le lard salé comme je le souhaite, et s'il n'est pas assez cuit, ça ne me tente pas. Donc j'ai décidé de mettre le mien dans une poêle chaude et de le faire cuire juste quelques minutes, jusqu'à ce qu'il commence à dorer. Ensuite, on pourra tout mélanger. Les biscuits écrasés, les légumes cuits hachés et l'oignon cru haché. Ensuite, le porc cuit haché, le mélange d'épices et le poivre avec le suif. J'ai procédé en 2 étapes pour bien tout mélanger. Donc, répétez en ajoutant tous ces ingrédients ensemble et mélangez à nouveau, puis mettez le hachis dans un plat à gratin et lissez-le dessus. La recette indique de cuire jusqu'à ce que le dessus soit doré, mais comme il l'est déjà, ce n'est pas très utile. J'ai donc pris la décision de le cuire à 350 degrés Fahrenheit, soit 175 degrés Celsius, pendant 30 minutes, et pendant que ça cuit, j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez à Tasting History. Ça aide vraiment la chaîne alors qu'on retourne au 19e siècle, qu'on prend la mer et qu'on se demande « l'entrepont était-elle vraiment aussi terrible que je le pense ?» Alors, que signifie exactement le terme « entrepont » ? Eh bien, à l'origine, il faisait en fait référence à la zone près du mécanisme de direction du navire, le gouvernail. C'était une zone très bruyante et exiguë du navire, d'où le billet le moins cher. À l'époque des premiers navires à vapeur, qui avaient généralement encore des voiles, l'entrepont avait souvent été déplacé tout à l'avant du navire et ou tout au fond, 2 zones où le tangage était le plus fort et où il n'y avait aucune lumière naturelle. Par exemple, quand je travaillais sur un paquebot de croisière, ma cabine était tout à l'avant du navire, tout en bas, mais dans un grand paquebot moderne, ce n'est pas si terrible que ça. Sur ces vieux bateaux, c'était vraiment pas terrible. À cette époque, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, la première classe était généralement appelée classe salon, car ils avaient de belles salles à manger, et la deuxième classe était la classe cabine, car eux aussi, comme la première classe, disposaient de cabines privées pour dormir et s'habiller. Cela voudrait dire que l'entrepont n'avait pas accès à ce genre d'avantages, car parfois ils n'avaient en fait que des hamacs ou, s'ils avaient de la chance, des couchettes intégrées au navire. Ces couchettes, vite assemblées avec des planches grossières, ressemblaient davantage à des niches pour chiens, d'autant plus que l'endroit était sombre et lugubre. La lumière ne venait que par les écoutilles avant et arrière, toutes deux couvertes de petites cabanes nommées booby hatch. La plupart du temps, la couchette n'avait pas de literie, il fallait donc apporter son oreiller ou sa couverture, mais laissez votre grosse couette à la maison parce que vous n'avez pas beaucoup d'espace à disposition. Nos couchettes étaient assez bien ventilées, mais très confinées et sombres. L'espace entre nos couchettes pour s'habiller mesure 60 cm de large sur 1,80 m de long, si étroit qu'une seule personne peut s'y changer à la fois, et nous devons même y empiler une partie de nos bagages.
L'une de mes descriptions préférées des conditions en entrepont vient en fait d'un passager de seconde classe, nul autre que Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor. Plus jeune, il a traversé l'Atlantique sur le paquebot Dévonia. Aujourd'hui, il aurait sans doute les moyens de voyager en première classe. Il venait d'une famille assez aisée, mais il a décidé de voyager en seconde classe, en partie pour économiser de l'argent, sans doute, et en partie pour ajouter au sentiment d'aventure et pour avoir un meilleur accès à la classe en entrepont qu'il visitait souvent. En décrivant leurs arrangements pour dormir, il a dit « L'entrepont est composé de 8 enclos de 16 couchettes chacun, 4 en bas et 4 en haut de chaque côté. La nuit, l'endroit est éclairé par 2 lanternes, une pour chaque table. Il serait difficile d'imaginer des circonstances plus lugubres. De toutes parts, dans les couchettes sombres, les bruits à peine humains des malades se mêlaient en une sorte de chœur de basse-cour. Malades, en effet. Certains étaient vraiment malades, atteints de maladies apportées malgré les examens médicaux avant l'embarquement, mais beaucoup souffraient simplement du mal de mer à cause du tangage important des bateaux. Ajoutez à cela le fait que ça puait, car très souvent, les passagers de l'entrepont devaient tous partager 1 ou 2 petites latrines pour peut-être une centaine de personnes, et il n'y avait ni douche ni bain. En général, il n'y avait qu'un seul bassin sur le pont supérieur, avec juste assez d'eau pour que vous puissiez vous laver le visage et les parties intimes, et c'était à peu près tout. À la fin du 19e siècle, on commence à voir quelques bains décents ou au moins un meilleur accès au bassin, mais sur ces premiers paquebots, c'était vraiment infect. Descendre le ventre vide dans l'entrepont numéro 1 était une aventure qui demandait du courage. L'odeur était atroce. Chaque respiration avait dans la gorge un goût de fromage horrible et l'aspect sordide de l'endroit était aggravé par toutes ces personnes qui s'habillaient tant bien que mal dans la pénombre des couchettes. Une autre chose qui pouvait vous rendre malade ou du moins vous donner des hauts le cœur, c'était les rats. Depuis plusieurs nuits, certains passagers de notre cabine ont été dérangés par des rats qui sont même parfois venus jusque dans nos lits. Cette nuit, une dame nous a réveillés en criant après avoir vu un rat marcher sur la cloison au-dessus de sa tête. Bien que les rats étaient à peine confinés à l'entrepont, ils avaient pratiquement libre cours sur le navire. Ce n'était pas le cas pour les passagers cependant. Alors que Stevenson en 2e classe pouvait aller visiter l'entrepont, l'inverse n'était pas possible. Mais sur ces premiers navires, la séparation entre les différentes classes n'était généralement guère plus qu'une corde ou une cloison. Contrairement au Titanic, il n'y avait pas de séparation sur différents ponts. Stevenson souligne cette absence. Parce qu'on peut entendre les passagers de l'entrepont vomir, le cliquetis des assiettes en fer-blanc pendant les repas et les différents accents avec lesquels ils conversent. Les pleurs de leurs enfants, terrifiés par cette nouvelle expérience, ou le bruit sec et net de la main parentale qui punit. C'est intéressant de lire ces écrits parce que même s'il fait un effort pour connaître les gens de l'entrepont et voir à quoi ressemblait leur vie et en quelque sorte compatir avec eux, il ne peut pas s'en empêcher, mais il laisse aussi transparaître beaucoup de ses préjugés dans ses écrits, comme lorsqu'il a écrit « Dans l'entrepont, il y a des mâles et des femelles, dans la seconde cabine, des dames et des messieurs, je vais être malade ». Évidemment, tout comme les compagnies aériennes aujourd'hui, l'expérience pouvait varier énormément selon la compagnie, l'âge du navire, sa destination ou la région du monde dans laquelle il naviguait réellement. Il y avait aussi la question de savoir si c'était un navire avec première, deuxième et troisième classe, ou si c'était un navire d'émigrants composé uniquement de passagers de l'entrepont, parce que ce n'était généralement pas la meilleure expérience. En 1849, Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, a écrit un roman intitulé Redburn, son premier voyage. C'était une histoire semi-autobiographique sur son expérience de jeune marin à bord d'un navire. Ce navire transportait principalement des passagers entre les États-Unis et l'Angleterre et très souvent des immigrants fuyant la famine de la pomme de terre en Irlande pour se rendre en Amérique. Et dedans, il raconte comment il regarde en bas pour voir les passagers de l'entrepont monter cuisiner à ce qu'il appelle la cuisine des passagers. Cette cuisine était un grand poêle ouvert ou une cuisinière en fer conçue spécialement pour les navires d'émigrants, totalement exposés aux intempéries, et c'est le seul endroit où les émigrants étaient autorisés à préparer leur nourriture en mer. Il dit que le matin, lorsqu'il était de quart, dès que le soleil se levait,
un homme de l'entrepont montait sur le pont pour allumer le feu. Et à peine le feu était-il bien allumé que les vieilles femmes, les hommes et les enfants arrivaient, chacun muni d'une marmite en fer ou d'une casserole. Et invariablement, un grand tumulte s'ensuivait pour savoir à qui était le tour de cuisiner. Parfois, les plus querelleurs se battaient et renversaient des casseroles et marmites des autres. Ce qu'il dit avoir trouvé vraiment terrible, c'est qu'avec autant de passagers et une seule cuisinière, on avait vraiment de la chance d'obtenir ne serait-ce qu'un seul repas chaud par jour, parce qu'aussitôt que le soleil se couchait, il avait l'ordre d'éteindre le feu dans la cuisinière avec de l'eau salée. Et tous ceux qui étaient encore dans la file et n'avaient pas pu l'utiliser n'avaient tout simplement pas de chance et devaient descendre sous le pont pour manger leur ration non cuite. Ils n'avaient plus qu'à espérer se lever plus tôt le lendemain et prendre la tête de la file. Il semble que c'était une bien meilleure organisation sur les navires qui avaient première, deuxième et troisième classe, car il y avait une cuisine dédiée sous le pont, bien mieux équipée pour les passagers de l'entrepont. Mais cela avait aussi ses propres difficultés car il fallait regarder les merveilleux plats préparés pour la première et la deuxième classe juste à côté de votre bouillie. La première classe vivait comme des coqs en pâte et c'est plutôt agaçant de voir toutes les pâtisseries, etc. et les bonnes choses passer juste sous votre nez de la cuisine au grand salon. Et même si l'expérience de la troisième classe s'est grandement améliorée lorsque des compagnies comme la Cunard et la White Star Line ont commencé à construire les immenses paquebots que nous associons au Titanic, cela ne veut pas dire que tous les navires ont bénéficié de cette amélioration immédiatement. En 1913, un an après le naufrage du Titanic, de nombreux passagers de troisième classe vivaient encore une expérience similaire à celle de leurs grands-parents. Une fois le fret entreposé et l'écoutille avant refermée, les passagers de l'entrepont s'installèrent pour la nuit et sortaient leurs literies et ustensiles de cuisine. Certains mangent du riz et d'autres de la bouillie de maïs, mais tous mangent avec leurs doigts. Quelque part, un feu est mis à disposition pour qu'ils puissent faire cuire leurs aliments et beaucoup d'eau est accessible à un robinet pratique. Mais sur certains autres navires, les améliorations avaient en fait commencé des décennies plus tôt, comme à l'époque de Robert Louis Stevenson, qui en 1879 voyageait en seconde classe. Il a écrit « D'après ma propre expérience, la principale différence entre notre table et celle du véritable passager de l'entrepont était la table elle-même et les assiettes en faïence dans lesquelles nous mangions. En plus du porridge, qui était commun à tous, nous avions du ragoût irlandais, parfois un peu de poisson et parfois des rissois. Le dîner composé de soupe, de bœuf frais rôti, de viande salée bouillie et de pommes de terre était, je crois, exactement le même pour l'entrepont et la seconde cabine. Seulement, j'ai entendu dire que nos pommes de terre étaient de meilleure marque. Il s'agissait sans doute de pommes de terre conservées qui, quelle que soit la marque, n'étaient pas aussi bonnes que les vraies. J'aurais aimé pouvoir trouver une pomme de terre conservée brevetée Edwards, transportée par de nombreux paquebots de l'époque. Mais hélas, il semble qu'ils ont cessé leurs activités il y a bien longtemps, donc je vais simplement prendre de la purée de pommes de terre ordinaire avec mon carré de hachis de biscuits tiré du livre Cuisine pour marins. Et nous y voilà. Un repas de hachis de biscuits et de pommes de terre qui aurait pu être préparé et mangé par la classe des passagers de troisième classe sur un paquebot victorien. En fait, ça sent plutôt bon, donc je suis curieux de savoir quel goût ça a. Je vais prendre un peu d'oignon et d'autres ingrédients, mais aussi un peu du dessus. Et voilà, bon appétit. Ce n'est pas terrible. Je veux dire, si j'avais vraiment faim, je pense que si tu mettais beaucoup de sauce dessus, ça irait. Le problème, c'est que ça se transforme un peu en pâte dans ta bouche. La seule texture vient des oignons, et heureusement qu'ils ont été mis crus parce qu'il y a encore un peu de croquant. Le problème, c'est qu'avec cette énorme quantité de biscuits et cette toute petite quantité d'épices mélangées, juste du sel et du poivre pour la soupe, autant ne rien mettre du tout. Franchement, c'est insultant pour les épices d'en avoir mis là-dedans. C'est vraiment très fade. Tu sais, c'était la troisième classe
C'était comme ça. Ce qui est assez fou, c'est que même si c'était la 3e classe, les billets coûtaient quand même cher. Ils pouvaient représenter l'équivalent d'un demi-salaire annuel pour un ouvrier moyen. Et en plus, tu dois faire la cuisine toi-même. Pas terrible. Mais je dois dire que ce n'est pas la pire chose que je pourrais manger, car il s'avère qu'il existait en fait une classe encore plus basse que la 3e classe. J'ai découvert cela en faisant des recherches pour la vidéo, et il s'avère que sur certains navires, dans certaines parties du monde, à cette époque, lors de courts voyages de moins d'une semaine, il existait essentiellement une 4e classe appelée les passagers du pont. Il s'agissait de personnes qui avaient un billet simplement pour être sur le pont. Qu'il pleuve, qu'il y ait une tempête, de jour comme de nuit, ils devaient rester sur le pont. Et Rudyard Kipling mentionne d'ailleurs quelque chose à propos de ce qu'il mangeait lorsqu'il a fait un court voyage de Rangoon à Singapour. Je sais que nos passagers de pont se régalaient de déchets récupérés auprès du steward et assaisonnés de poudre insecticide pour éloigner les fourmis. Alors, qui suis-je pour me plaindre du hachis de biscuits ? Mais je ne vais pas manger le reste de ça. Je suis tellement content de ne pas avoir préparé la quantité entière. Ça aurait été tellement de nourriture gaspillée. Et je détesterais ça. Bref, ne le faites pas. Faites autre chose. Mais c'est amusant à lire, intéressant d'en apprendre plus. Et je vous retrouve la prochaine fois dans Déguster l'histoire.